Les Russes sont les prédateurs en Afrique, pas nous, déclare Jean-Marie Bockel. Il s'agit de l'envoyé spécial personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Jean-Marie Bockel le déclarait sur les ondes d'une radio internationale, une radio française pour être plus précis. Celui-ci en parlait concernant les rapports qui existent aujourd'hui entre l'Afrique et la Russie, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la présence des instructeurs russes sur le territoire, mais aussi en République centrafricaine, par exemple. Jean-Marie Bockel se positionne comme celui qui défend les intérêts européens, occidentaux pour être plus précise, sur le territoire africain et décide de peindre en rose les relations qui peuvent exister entre l'Occident et les pays africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, et de peindre en noir ce qui existerait entre la Russie et les pays d'Afrique de l'Ouest susmentionnés. Je parle bien sûr du Niger, du Burkina Faso, du Mali, quelques pays d'Afrique centrale comme la République centrafricaine pour être plus précise. Pourquoi Jean-Marie Bockel tire-t-il la couverture de son côté et du côté de l'Occident particulièrement? Eh bien, on en parle avec notre invité dans le cadre de ce programme. Nous parlerons aussi de la déchéance de nationalité à Niamey et la radiation de plusieurs membres de l'armée à Ouagadougou dans ce programme Regard panafricain qui reçoit le docteur Sango. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes politologue et internationaliste. Merci d'être là. Bonsoir Madame Cassandra Begoudé. Bonsoir à la galaxie panafricaniste. Bonsoir à la technique. Et content et fier d'être encore là ce soir pour essayer de pousser le combat panafricain. Et on démarre les échanges juste après cette transition. Avec notre sujet d'entrée, nous parlons de cette déchéance de nationalité à Niamey. Il s'agit de la déchéance de nationalité pour plusieurs proches de l'ancien pouvoir, notamment celui du président qui a été déchu il y a de cela 1 an et quelques semaines, ou alors 1 an et quelques mois, on va le dire ainsi. À Ouagadougou, il s'agit de la radiation de l'armée de plusieurs membres, dont l'ancien président Sandaogo Damiba, qui avait été renversé par Ibrahim Traoré. Docteur Sango, des mesures qui ont été observées sur le territoire ouest africain, notamment dans l'AES. Comment analyser ces décisions des autorités du Niger, chapeautées par le général Abdourahmane Tiani, et celles du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso? Oui, écoutez, je pense que c'est une action qui entre dans la nette continuité des processus de réforme que ces nouvelles autorités nigériennes ont décidé d'entreprendre depuis qu'elles sont arrivées à la tête du Niger. Parce que, comme vous pouvez le savoir, ces autorités ont décidé d'émettre une certaine discontinuité dans un système qui sévissait jusque-là dans ce pays-là. Et le faire nécessitait pour eux, n'est-ce pas, de faire des réformes pour réadapter le Niger, n'est-ce pas, dans la logique de leur vision qui n'est rien d'autre que la vision souverainiste. Donc aujourd'hui, ces réformes que nous sommes en train de voir se poursuivre au niveau de l'armée aujourd'hui, où ces autorités doivent faire un véritable ritualitage pour définir une armée républicaine fidèle à la républicanité et prête à servir et à défendre les intérêts, n'est-ce pas, du Niger d'abord et non les intérêts des individus. Pour rappel, il faut, n'est-ce pas, noter que en réalité, ce qui se passe là au Niger est beaucoup plus lié à l'aspect militaire. Lorsque nous savons que le président Bazoum, qui était le chef suprême des armées à son époque, n'arrivait pas à utiliser ou du moins à définir une armée capable de servir et de défendre les intérêts des États. Il faut dire que c'est à l'époque de Bazoum que le phénomène djihadiste, j'ai envie de dire, du terrorisme est allé grandissant dans ce pays-là. Le terrorisme a menacé même de faire disparaître l'État nigérien. Je ne vais pas mettre ici sur la table les discours et les affirmations du chef de l'armée suprême de l'époque Bazoum, qui disait que l'État, n'est-ce pas, nigérien, n'était pas capable de faire face à ces mouvements
n'est-ce pas, djihadistes. Donc, l'État était menacé. Et le Niger était menacé. Les intérêts du Niger étaient menacés au moment où les militaires, n'est-ce pas, devaient les protéger. Parce qu'il faut dire que le rôle des militaires de l'armée dans un pays, c'est d'abord de protéger l'État en tant qu'institution, mais aussi et surtout l'intégrité territoriale, les biens et les personnes. C'est ça l'ambition première, n'est-ce pas, des militaires. Or, du côté du Niger, cette mission-là était déjà mise de côté pour servir d'autres intérêts. Donc aujourd'hui, vous convenez donc avec moi que ces nouvelles autorités nigériennes ont compris qu'il fallait mettre la main là où il faut, c'est-à-dire reformer l'armée, la ritualité pour extirper les mauvaises graines. Parce que dans cette armée-là, nous avons encore des militaires qui n'arrivent pas à voir, n'est-ce pas, le rôle de militaires, n'est-ce pas, dans la logique que nous sommes en train de décrire là tout à l'heure. Donc il est important qu'on les extirpe, qu'on les mette de côté pour que l'armée reste républicaine, fidèle aux institutions et capable de servir les intérêts et de défendre l'État lorsque celui-ci serait agressé par des velléités étrangères. Merci Dr Sango pour cette première lecture. On en parle aujourd'hui, mais le pouvoir du général Abdourahmane Tiani a rendu public cette décision le 5 novembre dernier. Il faut rappeler que c'était un décret présidentiel portant déchéance de la nationalité de certaines personnes pour diverses infractions, dit le décret, prévu et sanctionné par la loi. Parmi ces infractions, on a intelligence avec des puissances étrangères pour déstabiliser le pays. Il y a bien d'autres faits qui sont mentionnés comme engagés à prendre des hostilités contre l'État, ébranler la fidélité des armées, la trahison contre la sûreté de l'État ou encore les diffusions de données et de propos de nature à troubler l'ordre public sur le territoire nigérien. Pour la plupart, il s'agit de 6 personnes qui étaient des proches de l'ancien président Mohamed Bazoum, je le disais, déchu il y a 1 an et quelques mois seulement. Mais que valent ces mesures, docteur Sango, lorsqu'on sait que ce n'est pas forcément sur le plan pratique, et ce n'est pas parce que ces personnes sont déchues de leur nationalité que forcément elles vont être expédiées peut-être dans une autre nation, que cela va réduire leur capacité de nuisance forcément? Est-ce que ce ne sont pas juste des décisions politiques? Non, je ne voudrais pas voir cette logique-là essentiellement dans le sens politique, même si c'est d'abord politique a priori, parce que c'est des décisions qui sont prises par des autorités politiques. Mais il faut davantage analyser, n'est-ce pas, cette décision-là dans le sens, n'est-ce pas, de la préservation de l'État qui est menacé par ses propres enfants sur le plan interne, en collaboration avec, n'est-ce pas, les partenaires internationaux, j'ai envie de dire les ennemis sur le plan international. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut rappeler ici que du point de vue technique et même juridique, la nationalité, lorsque vous avez la nationalité, n'est-ce pas, d'un pays, ça vous confère à la fois les droits et les devoirs. Et en termes de devoirs, vous avez l'obligation de défendre votre État. C'est-à-dire, la défense de l'État n'est pas seulement, exclusivement du ressort du militaire, mais c'est du ressort de tout citoyen d'un pays. Donc, d'accord? Prise dans cette logique, il se trouve donc que certains individus, certains Nigériens qui avaient la nationalité nigérienne ne travaillaient pas dans le sens de la défense de la patrie. Au contraire, c'est des personnes, n'est-ce pas ici, qui complotaient pour mettre en danger le territoire et le pays. Dans cette logique, donc, je pense que c'est de la responsabilité du chef de l'État de prendre des décisions pour mettre hors de nuire ces États, ce genre de personnes. Et pour les mettre hors d'état de nuire, la première chose à faire, c'est de leur déchoir de leur nationalité pour que
les actions qui pourraient, n'est-ce pas ici, leur être, n'est-ce pas ici, imposées, puissent l'être, n'est-ce pas, de manière aisée et facile. Il faut dire que lorsque vous n'avez plus la nationalité d'un pays, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez plus faire. Par exemple, il y a des restrictions au niveau, par exemple, de l'accession, un certain nombre de postes à l'intérieur d'un État. Et il y a des actions que vous ne pouvez pas facilement entreprendre. Donc, moi, je pense que les autorités nigériennes sont dans la logique de la préservation de l'État, sont dans la logique de l'identification de tout ce que nous appelons souvent dans le discours panafricaniste des endocolons. Parce que dans le processus de déstabilisation de l'Afrique, il a toujours été démontré que les ennemis internationaux externes utilisaient toujours les ennemis internes, les enfants de la maison, les enfants du pays, pour, n'est-ce pas, atteindre leurs objectifs. Donc à partir de ce moment aujourd'hui, il est de la responsabilité des nouveaux leaders, des nouveaux présidents qui veulent véritablement panafricaniser le continent, d'identifier ces ennemis-là, même s'ils sont des enfants du pays. Donc il faut les identifier, les neutraliser, les mettre hors d'état de nuire et les traiter comme des véritables ennemis de la patrie. Parce qu'il faut dire, et ça c'est encore un rappel que j'ai fait, il faut dire que la défense de la patrie, la défense, n'est-ce pas, de la nation, est du ressort de tous ces enfants. Lorsque l'État est menacé, lorsque l'État est en danger, tout devient militaire. Tout le monde devient militaire et tout le monde joue le rôle du militaire. Et défendre la patrie, ce n'est pas seulement prendre les armes, mais c'est aussi et surtout mettre à la disposition de l'État certaines informations qui peuvent être, n'est-ce pas ici, propices à prendre des décisions visant à identifier les ennemis et à les mettre hors d'état de nuire. Donc voilà dans la logique, n'est-ce pas, dans laquelle il faut, à mon avis, envisager et analyser ces décisions des nouvelles autorités nigériennes. Et puis dans la même lancée au Burkina Faso, c'était le même jour. D'ailleurs, il a été constaté la radiation de plusieurs personnes, membres de l'armée, parmi lesquels l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les mêmes raisons ont été évoquées au Niger, par exemple intelligence avec des puissances étrangères, mais aussi, on peut le dire, comment le préciser, à part intelligence avec des puissances étrangères, tentative de détruire ou alors de déstabiliser le pays, et aussi atteinte à la sûreté de l'État burkinabé, entre autres plusieurs accusations qui ont été formulées justement contre l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais au Burkina Faso, quel peut être l'impact, quel est le but recherché sur les plans politiques et sécuritaires? Je pense que ce qui est vrai au Niger l'est également du côté du Burkina Faso, parce que aujourd'hui, il serait très difficile d'analyser de manière isolée ces trois États, compte tenu du fait qu'ils sont engagés dans un processus de confédération qui, à longue, devrait, n'est-ce pas, ici aboutir à la fédération. Donc, dans cette logique, il faut dire que Damiba, cet ancien président et militaire burkinabé, c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans le processus de déstabilisation du Burkina Faso. Et ce n'est pas parce qu'il s'est exilé du côté, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire ou du côté du Togo qu'il a cessé d'être militaire. Il a toujours son étiquette de militaire. Il a toujours son étiquette, n'est-ce pas, ici, d'ancien président. Et à partir de ces étiquettes-là, il jouissait jusque-là d'un certain nombre d'avantages et de droits à l'intérieur, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Sauf qu'il se trouve que, en dépit de ces avantages-là, le président ou l'ancien président Damiba mettait en danger l'intégrité, n'est-ce pas, territoriale du Burkina Faso, parce qu'il entreprenait plusieurs actions qui visaient à torpiller et à asphyxier la dynamique révolutionnaire qui est en train d'être installée du côté du Burkina Faso par les nouvelles autorités burkinabées.
et porté par le président Traoré. Plusieurs fois, il a été démontré des tentatives de coup d'État du côté du Burkina Faso. Et lorsqu'on faisait des enquêtes, les conclusions des enquêtes démontraient que derrière cette tentative de coup d'État, il y avait la main invisible d'un certain Damiba. Donc aujourd'hui que Traoré et ses pairs ont la responsabilité de conduire les destinées de l'État burkinabé, c'est donc de leur devoir de prendre des mesures drastiques pour préserver cet État-là. Et préserver donc cet État-là consiste donc à prendre des mesures qui fâchent. Parmi ces mesures, la déchéance de nationalité de l'ex-président Damiba, mais aussi et surtout sa radiation à l'intérieur de l'armée. Parce qu'il faut le dire, l'ex-président Damiba, même comme il est parti, il avait encore une certaine influence à l'intérieur de l'armée. Et jusqu'aujourd'hui même, il faut dire qu'il a même encore certains de ses fidèles à l'intérieur de cette armée. Il est donc important pour le président Traoré d'identifier ces militaires qui sont encore fidèles à Damiba pour leur neutraliser, leur mettre hors d'état de nuire, pour que l'armée burkinabé soit une armée harmonisée, soit une armée homogénéisée, une armée, n'est-ce pas ici, soudée autour des valeurs républicaines et patriotiques. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et je pense que c'est l'un des chantiers importants que les nouvelles autorités des États de l'AES devraient mener. Parce que l'armée aujourd'hui joue un rôle fondamental à l'intérieur de ces trois États. Si on a une armée qui n'est pas fluide, qui n'est pas homogénéisée, qui n'est pas soumise aux institutions et à la République, le combat que ces trois autorités sont en train de mener serait un combat vain. Il est donc important de prendre des précautions, d'identifier tous ces ennemis internes, fussent-ils à l'intérieur de l'armée, comme ils peuvent aussi être hors de l'armée. Il les identifier, il les traiter véritablement comme des ennemis. Pourquoi? Parce que depuis les indépendances, c'est la même logique que les États africains avaient toujours vécu. Chaque fois qu'il y avait des tentatives de révolution dans le sens de prendre en main les indépendances et la souveraineté, il y avait toujours eu des ennemis internes qui ramenaient le combat à zéro et qui jouaient le rôle des puissances occidentales en se livrant comme des entités instrumentales au jeu de cette manipulation occidentale. Donc ce qui est vrai au Niger l'est également du côté du Burkina Faso, encore plus du côté du Mali. Il faut mettre la main dans la fourmilière qui est l'armée, identifier, n'est-ce pas, les facteurs gênants, leur mettre hors d'état de nuire pour que peut-être aujourd'hui l'Afrique puisse aussi décoller à partir, n'est-ce pas, de cet épicentre que constitue les États de l'AES. Merci, docteur Sango. On retient de vous que ce ne sont pas que des décisions politiques, que ce soit à Niamey ou encore à Ouagadougou, ce sont des décisions importantes qui visent à freiner les élans de déstabilisation envers ces deux États que sont le Burkina Faso ou encore le Niger par les autorités. On a noté que beaucoup plus étaient pointés du doigt et concernés des anciens administrateurs aux affaires ou encore des anciens chefs d'État, des proches d'anciens chefs d'État. On l'a constaté avec le président Mohamed Bazoum au Niger. On le constate aussi avec Sandaogo Damiba au Burkina Faso, qui lui était lieutenant-colonel. Dès à présent, il cesse de l'être, et ce depuis le 5 novembre 2024, après une décision du président, le capitaine Ibrahim Traoré. On reste en Afrique et on parle toujours de militaires, on parle toujours de politique, mais cette fois-ci, c'est après les déclarations de Jean-Marc Bockel, qui lui est envoyé spécial, envoyé personnel d'Emmanuel Macron sur le territoire africain. Eh bien, celui-ci a donné une interview à un média étranger. Durant cette interview, il rappelait déjà que
les partenaires africains n'ont pas envie de voir partir finalement les militaires français de leur territoire. Lorsqu'ils parlent de ces partenaires, ils parlent aussi bien de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest, par exemple au Sénégal, là ou encore en République centrafricaine, au Tchad. Plusieurs autres pays ont été mentionnés, la Côte d'Ivoire par exemple. Plusieurs autres pays, comme je le disais, ont été cités par l'envoyé spécial Bockel. Il s'agit, c'est pour lui, avant qu'on puisse rentrer dans le pont qui nous emmène vers la Russie, de rappeler à quel point les rapports entre les Occidentaux et les militaires français sont importants avec l'Afrique. Finalement, est-ce qu'on est dans le déni de la part des autorités françaises ? Je pense que le discours des autorités françaises aujourd'hui à travers leur émissaire Bockel en Afrique est un discours essentiellement propagandiste, un discours totalement démagogique qui contraste véritablement avec la réalité et les faits sur le terrain. Pourquoi je le dis? Parce que je constate qu'aujourd'hui, cette puissance-là et ces turiféraires sont beaucoup plus encore dans les astres des discours, sont beaucoup plus encore dans la propagande, alors qu'aujourd'hui les faits parlent d'eux-mêmes sur le continent africain. Qu'est-ce que les faits donnent à voir? En réalité, nous constatons que ce soit du côté de l'Afrique centrale, encore moins du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a une sorte de dégénérescence des rapports, j'ai envie de dire, de dégénérescence de l'influence française à l'intérieur de ces deux régions. On voit bel et bien que le ratio n'est plus à la faveur de la France. Lorsqu'on fait par exemple la numérisation des États qui étaient jusque-là sous l'influence française, on voit bel et bien qu'il y a encore quelques États seulement encore où cette influence française reste encore présente. Peut-être le Sénégal, comme l'a cité ce Bockel, la Côte d'Ivoire, dans une moindre mesure le Tchad. Mais le Tchad, il ne faut pas totalement mettre le Tchad, n'est-ce pas, à leur faveur, parce qu'aujourd'hui, le Tchad est en train, n'est-ce pas, de poser des tractations sur le plan international qui démontrent qu'il a envie de s'émanciper de cette influence france-africaine. Donc, moi, je pense que c'est un discours totalement propagandiste qui vise à éclairer ou à protéger les intérêts de la France qui sont de plus en plus menacés sur le plan interne africain à cause de l'influence, n'est-ce pas, de l'éveil des puissances africaines, de l'éveil, n'est-ce pas, de certains nouveaux leaders à la tête des États africains, mais aussi et surtout de la capacité, j'ai envie de dire, de la capacité de certains États africains qui ont décidé de diversifier leur partenariat et de sortir leurs États de ce que ces partenaires classiques ont appelé le partenariat unique. Donc aujourd'hui, cette façon de faire déplaît à la France. Cette façon de faire, n'est-ce pas ici, fragilise les intérêts de la France sur le sol africain. Et elle n'a pas autre chose à faire que de tenir ce genre de discours pour essayer, n'est-ce pas, de rassurer l'opinion entre guillemets internationale. Alors que sur le terrain, les faits démontrent tout simplement le contraire. La France est dans une situation, n'est-ce pas, inconfortable. La France est en train de ramper. La France est en train, n'est-ce pas, de chuter. Une chute qui n'aura pas seulement des conséquences, ou qui n'a pas seulement les conséquences sur le plan africain, mais des conséquences également sur le plan international et voire mondial. Parce que la France a réussi à se positionner aujourd'hui sur l'échiquier mondial comme cinquième puissance économique, justement parce qu'elle avait encore le contrôle de ces précarés français qu'elle contrôlait au niveau de l'Afrique. Maintenant que ces pays sont en train de se déconnecter en instaurant des ruptures systémiques, la France est donc en train de ramper et de dégringoler sur le plan international. C'est donc ça l'enjeu et elle n'est pas prête à accepter cela. C'est pour cela qu'elle fait tout pour revenir. Vous avez suivi des discours de leurs généraux sur le plan interne dernièrement qui disaient que la France se prépare pour revenir avec force, pour recoloniser l'Afrique, comme à l'époque par exemple d'avant les indépendances.
Donc, en réalité, c'est un combat titanesque que nous sommes en train de mener, et un combat qui, pour le moment, est en train de mettre la France, n'est-ce pas, en genoux. Et c'est le moment pour moi de dire aux États africains de ne pas baisser les bras parce que le combat est loin d'être achevé. Le combat est encore très long. C'est le moment de renforcer les manches, le moment de renforcer des stratégies, des tactiques pour que cette, n'est-ce pas, inconfortabilité de la France perdure dans la dynamique du temps long. Parce que j'ai souvent l'habitude de rappeler ici que il arrive parfois que l'ennemi soit fragilisé. Mais cet ennemi-là finit parfois toujours par revenir en implémentant un certain nombre d'éléments institutionnels de la dernière heure. Donc ne pensons pas que la France est morte, elle est en train de travailler pour revenir avec force et c'est peut-être dans cette logique-là que le représentant, j'ai envie de dire l'émissaire de Macron en Afrique, a pu tenir le discours en rassurant que certains partenaires africains sont encore avec elle et que ils ne veulent pas, n'est-ce pas, les partenaires français partir. Oui. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire, dans quelle logique il faut analyser cette information. Merci Dr Sango pour cette première lecture. Et une fois de plus, le territoire africain se retrouve dans cette passe d'armes entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est, notamment l'Occident collectif et la Russie. L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, lorsqu'il s'exprime, il touche du doigt un point qui est toujours brandi justement par cet Occident collectif. Les Russes sur le territoire africain ne veulent que des richesses. Ils sont là pour piller, tuer et faire du mal, alors que les militaires français, américains ou encore européens tout simplement, ou ceux encore de l'ONU sont là pour protéger les populations ou encore protéger les richesses des pays africains. Voilà un tout petit peu le narratif, et dans ce narratif-là, Jean-Marie Bockel déclare donc les prédateurs en Afrique, ce n'est pas nous, mais c'est la Russie. Une façon, une fois de plus, de mettre l'Afrique face à cette décision et de l'infantiliser, peut-être ainsi. Voyez-vous cela, ou alors comprenez-vous ces déclarations? Après, bien sûr, que celui-ci ait rappelé que certains partenaires africains ne voudraient jamais, au grand jamais, voir les militaires français ou européens s'en aller. D'ailleurs, ce sont eux qui leur demandent de rester sur leur territoire. Je pense que c'est un discours nauséabond et même belliqueux que de dire que les États africains sont encore dans la logique, n'est-ce pas, de quitter, n'est-ce pas, un maître pour embrasser un autre maître, ou de dire que chaque fois que certains États africains veulent avancer dans le processus de leur souveraineté, de leur indépendance, que c'est la Russie qui est en train de les influencer et de les mettre les percus sur la fesse pour agir comme ils agissent actuellement. Je pense que c'est un discours enfantin, un discours qui frise une fois de plus la colonisation et même l'infantilisation, n'est-ce pas, auquel on ne devrait plus donner, n'est-ce pas, auquel on ne devrait plus faire attention. Il faut se dresser au-delà de ce discours-là pour comprendre qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de vivre une certaine logique de la bipolarisation du monde. C'est-à-dire à l'époque, par exemple, de l'ex-URSS et le bloc de l'Ouest en Afrique, il faut rappeler que c'est quand même, n'est-ce pas ici, une revivance atypique et même aujourd'hui, par exemple, exceptionnelle. Il ne s'agit plus aujourd'hui, malgré le fait que ces deux blocs sont aujourd'hui en train de se manifester sur le continent africain, il ne s'agit plus aujourd'hui pour le continent africain de quitter Pierre et de se jeter vers Paul, de quitter l'Ouest et de se jeter vers l'Est. Non, il s'agit aujourd'hui pour le continent africain, d'accord, de choisir, n'est-ce pas ici, leur comment dirais-je, leur trajectoire. La trajectoire de l'Afrique est aujourd'hui la trajectoire de l'autonomie, la trajectoire de la souveraineté, la trajectoire de l'indépendance, pour que cette Afrique soit aussi véritablement conçue, appréhendée sur la scène internationale comme un véritable acteur qui pourra aussi influencer certaines zones, n'est-ce pas, d'influence à travers le monde. Il se trouve donc tout simplement que dans cette logique donc de prise de trajectoire nouvelle, il y a une sorte, n'est-ce pas ici, de similitude, une sorte, n'est-ce pas ici, d'acquaintance avec un type de partenaire
qui serait par exemple le bloc de l'Est, incarné aujourd'hui par la Russie, parce que en 90-91, l'ex-URSS a chuté et c'est la Russie aujourd'hui qui incarne ce bloc de l'Est sur le plan international. Donc il y a cette accointance-là qui fait donc aujourd'hui que, en réalité, l'Afrique est beaucoup plus, n'est-ce pas ici, se rapproche beaucoup plus de la Russie, parce que la Russie, n'est-ce pas, leur permet de travailler dans le sens de cette autonomisation et de cette indépendance. Et on voit bel et bien que sur le plan historique, parce que lorsque vous faites l'histoire diplomatique des États, vous allez comprendre et découvrir que la Russie n'a jamais été quand même un État colonisateur. La Russie n'a jamais colonisé un État. Il n'est pas un État dans le monde qui a été colonisé par la Russie. Ce qui n'est pas le cas avec la France. Bref, avec le bloc occidental en général. Donc, il est important de convoquer toujours ces références historiques pour comprendre qu'aujourd'hui, dans une logique, n'est-ce pas, de recherche des indépendances et des souverainetés sur le continent africain, il est important pour l'Afrique de travailler avec le partenaire qui va leur permettre, n'est-ce pas, de revertir et de parachever ce combat, n'est-ce pas, de la souveraineté. Il se trouve donc que les États occidentaux, incarnés par la France par exemple, travaillent depuis des millénaires avec le continent africain, à partir même de la colonisation. Je n'ai pas envie de rappeler ici l'esclavage et même l'impérialisme. Ça fait pratiquement des siècles que la France, le bloc occidental, est en Afrique. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas réussi à capitaliser son intérêt, à décoller économiquement, justement parce que dans la logique de ces blocs de l'Ouest occidental, ce n'était pas pour eux, ce n'était pas dans leur intérêt que le continent se développe. Dans leur logique, l'Afrique doit rester des néocolonies. Parce que en 1960, ils ont octroyé à l'Afrique des pseudo-indépendances, des indépendances frélatées, des indépendances qui ne représentent rien sur le plan international. Donc, on a fait de l'Afrique, à partir de cette séquence des indépendances de 1960, non pas des États indépendants, mais des néocolonies. Or, techniquement, les néocolonies, qu'est-ce qui les caractérise? C'est que on ne peut pas développer, on ne peut pas démocratiser des néocolonies. Parce que la logique, n'est-ce pas, du néocolon, c'est que ces pays-là restent tout simplement comme étant leur champ, leur mangeoire, leur théâtre d'opérationnalisation des intérêts, tant sur le plan stratégique que sur le plan économique. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention lorsqu'on lit les relations internationales aujourd'hui de l'Afrique. On doit faire très attention. Et il y a une sorte de retour de la bipolarité. C'est vrai, nous avons le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui sont présents en Afrique, mais on ne doit pas concevoir, on ne doit plus concevoir l'Afrique comme étant ce ballon du ping-pong qui doit aller de gauche à droite. L'Afrique aujourd'hui n'est plus dans une position d'alignement. L'Afrique est dans une position, n'est-ce pas, d'irruption, une position, n'est-ce pas, de définition de nouvelles trajectoires qui n'est rien d'autre que celle de l'autonomie et de la souveraineté. Et justement, vous parlez d'autonomie et de souveraineté, docteur Sango. Est-ce que cette posture de Jean-Marie Bockel n'est pas aussi pleine ou alors teintée d'intention de démontrer aujourd'hui que l'Afrique reste dépendante au-delà de tous ces agissements, de toutes ces tractations qui sont justement en cours, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou même au Sénégal, où on avait eu l'impression que les relations avec la France et particulièrement la présence militaire étaient en train de s'effriter. Une tentative de démontrer que l'Afrique reste dépendante, que ce soit sur le plan militaire ou encore sur le plan économique, car lorsqu'on parle de la Russie, on parle aussi aujourd'hui avec par assimilation des BRICS, par exemple sur le territoire africain. Alors, n'est-ce pas une façon de démontrer que l'Afrique reste dépendante aussi bien de la présence militaire occidentale que celle de la Russie, d'un certain appui économique, enfin, toujours d'un certain paternalisme au-delà de tout cela. Et puis, vous répondrez peut-être par l'affirmative et vous essaierez de prouver que ce n'est peut-être pas le cas, mais est-ce qu'il ne faut pas se pencher aussi sur cet aspect? Oui, et si dépendance, on doit parler dans le sens de Bockel, et il faut dire qu'il s'agit d'une dépendance conjoncturelle qui n'est plus une indépendance structurelle. D'accord? C'est ça la différence. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on quitte
de la dépendance structurelle. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la dépendance structurelle, c'est quoi? C'est une dépendance systémique, une dépendance qui a été pensée, une dépendance qui a été, n'est-ce pas, définie pour durer dans la dynamique du temps long. C'est cette structure-là qui a été installée depuis le congrès de Berlin, depuis la colonisation, depuis l'impérialisme, depuis l'esclavage. C'est cette structuration des rapports entre la France et l'Afrique qui continue jusqu'aujourd'hui et qui a empêché à l'Afrique jusqu'aujourd'hui de sortir la tête de l'eau. Or, la dépendance dont parle Bokel là aujourd'hui et qui peut s'observer dans ces états de l'AES est aujourd'hui une dépendance conjoncturelle, c'est-à-dire une dépendance temporelle qui va durer le temps que ces états s'autonomisent et deviennent véritablement autonomes sur un certain nombre d'éléments. Je le dis parce qu'il y a des faits factuels qui sont sur le terrain. Regardons par exemple comment les trois armées de ces états-là sont en train d'être efficaces sur le terrain. Il n'est pas question véritablement que l'armée russe vienne se substituer à ces États, mais il est question que cette armée russe les forme, mette à leur disposition un certain nombre d'éléments qui leur permettront, n'est-ce pas, d'être efficaces et beaucoup plus efficients sur le terrain. La logique aujourd'hui, c'est de permettre à ces États d'avoir leur propre industrie d'armement. Je mets sur la table ici le discours de Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en Russie, qui avait demandé qu'il est important et urgent, j'ai envie de dire impératif, que le Burkina Faso, les États de l'AES se dotent d'une industrie nucléaire, d'un armement nucléaire. Et la Russie avait accepté cela avec les bras ouverts. Donc, en réalité, c'est une dépendance conjoncturelle qui va durer justement le temps de construire ce que j'appelle souvent leur propre indice de puissance. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et à terme, c'est le seul élément qui va permettre à ces États d'être efficaces sur le terrain, de se mettre à l'abri de ces velléités, n'est-ce pas, occidentales, et de se protéger contre leur processus de déstabilisation pour ne plus être dépendant structurellement, n'est-ce pas, au sens, n'est-ce pas, occidental du terme. Donc, ce que Bokel dit là, c'est vrai, mais il faut faire la différence entre ce que j'ai appelé la dépendance conjoncturelle et la dépendance structurelle. N'est-ce pas aussi un appel, peut-être venons directement de l'opinion africaine qui écoute ces propos de Jean-Marie Bokel, une interpellation envers les chefs d'État africains, une interpellation envers les dirigeants africains et même les peuples africains à se détacher de cette dépendance vis-à-vis des pays, qu'ils soient occidentaux ou encore du bloc de l'Est, simplement pour parler de la Russie, la Turquie ou même du Moyen et du Proche-Orient, par exemple, pour rentrer dans cette véritable souveraineté. Maintenant, pour rentrer dans cette véritable souveraineté, après cette interpellation, comment est-ce qu'on procède réellement, Dr Sango? Est-ce que c'est à partir des partenariats derrière lesquels on a l'assurance d'une sécurité qu'on obtient grâce à la présence d'instructeurs russes? Est-ce que c'est à partir de partenariats avec des pays comme la France ou encore les États-Unis dont on peut avoir une certaine assurance en ce qui concerne la présence économique, les échanges commerciaux ou encore ce paternalisme qu'on a dénoncé tout à l'heure? Il faudrait bien à un moment avoir, Dr Sango, des choses concrètes à dire à ce peuple africain et à conseiller à ces dirigeants africains. Oui, et la première chose, il faut le dire, il y a plusieurs choses à faire, mais à mon avis, je pense que la première serait d'abord le courage. Le courage, n'est-ce pas, de nouveaux leaders, des hommes politiques africains, et pas seulement les hommes politiques, et les Africains dans leur ensemble, parce que le combat en réalité est un combat global qui mérite d'être mené de manière globale. Il faut d'abord ce courage-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez un certain nombre de discours sur le plan international, il y a certains analystes africains qui expliquent, n'est-ce pas, le combat panafricain en disant que si certains États décident de se déconnecter avec les puissances occidentales, il y aura des crises au niveau économique, il y aura des crises au niveau financier, il y aura des crises au niveau de ceci, il y aura des crises au niveau de cela. C'est des discours défaitistes qu'il faut, n'est-ce pas, déconstruire sur le plan international. On ne doit pas inoculer dans les troncs cérébraux spinaux, n'est-ce pas, des chefs d'État qui ont décidé de prendre le courage, la peur
Donc la première chose, c'est ce courage-là. D'accord? Ces crises économiques qu'ils sont en train d'évoquer là, c'est des crises qui sont temporaires, partielles. C'est des crises qu'on doit vivre parce qu'on ne fait pas la révolution sans casser les œufs. D'accord? Il faut véritablement le faire pour qu'après, on ait quand même une lueur d'espoir de vivre bien. Donc le courage est une bonne chose. Une fois que le courage est déjà observé, il va falloir donc définir, n'est-ce pas, une sorte de théorie de déconstruction de tous les éléments de domination. Par exemple, je parle souvent de la théorie du déconstructivisme, c'est-à-dire déconstruire tous les éléments de colonialité, tous les éléments de domination que les puissances occidentales ont, n'est-ce pas, orchestrés et implémentés pour dominer l'Afrique. Et ces éléments-là sont, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, au niveau économique, au niveau militaire, au niveau politique, social et même culturel. Il est donc important de s'attaquer, n'est-ce pas, l'un par l'un, c'est-à-dire de toucher ces éléments l'un après l'autre. Sur le plan économique, par exemple, il faut déconstruire le franc CFA, par exemple. Il faut dédollariser les économies africaines pour les endogénéiser, c'est-à-dire les rendre introvertis, par exemple. Sur le plan, par exemple, culturel, il faut découdre avec les langues étrangères. Il faut définir nos propres langues comme étant les langues de travail. Sur le plan militaire, il faut arrêter avec les bases militaires étranges. Donc, je pense qu'il y a un travail de déconstruction énorme qu'il faut faire sur le terrain et qui doit, n'est-ce pas, se faire non seulement par les chefs d'État, mais aussi et surtout par les populations qui doivent s'affranchir de la mentalité coloniale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous savez que c'est aussi l'un des éléments qui caractérise les Africains. Dans leur transcérébro-spinaux aujourd'hui, la référence, c'est l'Occident. C'est-à-dire, la mentalité coloniale a tellement pénétré les Africains qu'il est difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, pour certains Africains de concevoir le combat panafricain comme étant la panacée qui devra libérer le continent africain. Il y en a qui pensent encore jusqu'aujourd'hui que chaque fois qu'il y a un problème ici, on doit aller chercher les États occidentaux. Et chaque fois qu'il y a un pont à construire ici, on doit aller chercher là-bas. Bref, dans leur tête, tout ce qui est bon, c'est l'Occident. Donc, il y a ce problème d'affranchissement de la mentalité coloniale que chaque Africain doit faire pour que, en réalité, on intègre la logique selon laquelle on ne développe pas un pays, un continent, mais on se développe. L'Afrique va se développer par les Africains et non pas par les Arabes, non pas par les Chinois, non pas par les Russes. Ceux-là nous viendront peut-être en aide, mais c'est à nous que revient la responsabilité de tracer la trajectoire et de la faire aboutir, n'est-ce pas, aux objectifs qui pourront, n'est-ce pas, servir les intérêts du continent africain. Donc voilà à peu près la trajectoire, la méthodologie, le processus, n'est-ce pas, qu'on devrait aujourd'hui observer pour que le continent africain se libère de ce joug colonial. Donc il y a une problématique, n'est-ce pas, de dirigeants. On doit définir un leadership nouveau à la tête de nos États. Et vous savez que c'est également l'un des problèmes qui a freiné l'avancée du combat panafricain aujourd'hui. C'est un chef d'État qui n'arrive pas à travailler, à défendre les intérêts du continent sur la scène internationale, qui n'arrive pas à signer des accords qui protègent les intérêts du continent africain. Donc aujourd'hui, il est important de travailler pour que le continent puisse, n'est-ce pas, ici, avoir des leaders nouveaux capables de discuter les intérêts du continent sur le plan international à travers les accords et les traités internationaux que je vous dis toujours qui restent, n'est-ce pas, ici, des serpents de mer sur le plan international, parce qu'en tête des grandes missions de ceux-ci figure toujours la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur le plan international. Donc le contrôle politique de l'Afrique est aujourd'hui important et c'est en cela que s'attelle dans une moindre partie l'association Keepers avec son projet de 10 000 élus panafricanistes, parce que nous avons compris qu'en réalité il est important d'avoir à la tête des pôles de responsabilité des personnes qui pourront décider pour l'intérêt du continent et non pas pour leurs propres intérêts
et les intérêts des puissances occidentales. Merci, docteur Sango. Nous allons certainement sortir par cette dernière interrogation. Alors, s'il est bien vrai que les retombées de la présence des instructeurs russes ou encore des entreprises russes sur le territoire africain ont été constatées, que ce soit sur le plan éducatif, avec la création des écoles russes et toute forme de diplômes qui sont distribués à cette race qui sort on va dire comme ça, de la masse pour s'émerger justement dans la société. Sur le plan sécuritaire, la récupération des différents territoires en Centrafrique, qui reste quand même un très bel exemple, l'appui militaire en Afrique du Sud durant des moments difficiles de ce pays, l'appui militaire dans plusieurs autres pays d'Afrique, et d'ailleurs même au Cameroun, cela a eu à se faire constater. Il reste quand même la question des partenariats avec les Russes qui pose problème, ou du moins qui est toujours mise en évidence par les voies occidentales, parlant d'exactions, parlant d'accusations, parlant de prédation. À un moment, il faut bien que les pays africains réussissent à rassurer l'opinion internationale, là je parle de l'opinion africaine bien sûr, et à prouver aussi qu'il est possible pour ces différents partenariats d'être scrutés, d'être surveillés, d'être encadrés de façon normale, comme s'il s'agissait d'un simple partenariat avec des partenaires traditionnels, des partenaires traditionnels bien sûr. Oui, il faut dire que si... Peut-on dire avec assurance qu'on a la main mise sur le partenariat avec les Russes? Non, on ne peut pas répondre de manière absolue à cette question affirmativement. Il faut partir d'un certain nombre de postulats en disant que si les partenariats se succèdent sur le plan international, ceux-ci ne se ressemblent pas. D'accord? Les partenariats ne se ressemblent pas sur le plan international. Vous ne pouvez pas dire que le partenariat entre la France et l'Afrique est le même avec le partenariat entre la France et la Russie, par exemple. Et encore moins entre l'Afrique et la Chine, par exemple. Donc, les types de partenariats ne se ressemblent pas parce qu'en réalité, les intérêts des États ne sont pas homogènes. Chaque État a son intérêt qui est parfois divergent avec l'intérêt de l'autre sur le plan international. C'est pour cela qu'en réalité, il y a cette scène internationale où les États doivent se rencontrer pour essayer d'interchanger, n'est-ce pas, dans l'optique de trouver l'élément qui leur manque sur le plan interne pour se développer. Lorsqu'on l'a dit, il faut aussi relever que la scène internationale, c'est aussi une scène qui est essentiellement faite des intérêts. Par exemple, ce n'est pas aujourd'hui parce que nous sommes en train de dire que la Russie est bien par rapport à la France que la Russie n'a pas aussi ses intérêts. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de dire que la Chine est bien par rapport à la France ou encore aux États-Unis que la Chine n'a pas aussi ses intérêts. La Chine a aussi ses intérêts qui sont des intérêts propres à son développement. Donc, il appartient au continent africain de définir, n'est-ce pas, une tactique capable de sauvegarder dans ces partenariats leurs propres intérêts. Et je pense que l'opportunité y est, compte tenu, n'est-ce pas, de la typologie du partenariat que la Chine et la Russie offrent aujourd'hui au continent africain. L'avantage, c'est qu'en réalité, ces deux pays-là n'ont pas de velléités coloniale, de colonisation, non pas les velléités, n'est-ce pas, d'impérialisme. Parce que c'est d'abord ces deux éléments-là qui embrigadent le développement d'un État. Parce que lorsque vous avez un partenaire qui est dans une logique de colonisation, à peu près comme Israël fait à la Palestine aujourd'hui, c'est un élément, c'est un partenariat qui ne va pas permettre à l'autre de se développer parce que l'autre, dans son esprit, c'est de vous maintenir dans la dynamique de la spoliation. Donc, ces deux avantages-là permettent aujourd'hui à l'Afrique de définir des trajectoires, des techniques, des méthodologies capables de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts qui leur, n'est-ce pas, inscrira dans la dynamique du développement. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais lorsqu'on l'a dit, il faut aussi relever que la Russie est en Afrique pour des intérêts et la Chine est en Afrique pour des intérêts, même si ces intérêts ne sont pas toujours les mêmes avec les intérêts des puissances occidentales telles que la France. Pour rappeler, vous savez que l'intérêt important de la Russie aujourd'hui sur le plan beaucoup plus stratégique et militaire, c'est de travailler pour que
il y ait, n'est-ce pas, sur la scène internationale, une sorte de multipolarisation. D'accord? C'est ça l'intérêt de la Russie aujourd'hui. C'est de fragiliser l'influence et l'unipolarité incarnée par les États-Unis. C'est de tuer le dollar. C'est ça le travail des États-Unis aujourd'hui et de la Russie aujourd'hui. Et pour que cela soit ainsi, la Russie a compris qu'il faut donc travailler pour libérer tous ces États-là qui ont été, n'est-ce pas, embrigadés par ces puissances occidentales. Parce que la construction de la puissance occidentale passe par l'embrigadement de ces États qui sont restés jusque-là comme étant leur colonie ou alors leur zone d'influence. C'est pour cela que la Russie disait dernièrement à travers son président que pour faire la guerre à la France, il ne suffit pas de prendre l'arme contre la France. Il suffit tout simplement d'aider les ex-colonies françaises à se déconnecter de l'influence française et la France chutera. Donc, c'est cet enjeu-là qu'il faut aujourd'hui prendre, n'est-ce pas, en considération pour analyser la présence de la Russie en Afrique. Ce n'est pas forcément une présence coloniale, impérialiste, de domination et d'exploitation. C'est une présence qui vise tout simplement à réaliser la multipolarité qui reste aujourd'hui irréversible sur le plan international, parce que lorsqu'on fait les sciences politiques, on comprend bel et bien que c'est le seul type de système qui reste à implémenter aujourd'hui sur la scène internationale, parce que l'unipolarité et l'unipolarité, la bipolarité qui ont été, n'est-ce pas, ici observées sur la scène internationale ont montré leurs limites. Donc, il est question aujourd'hui d'implémenter le dernier système qui est la multipolarité pour que, en réalité, les États, n'est-ce pas, se mettent ensemble et inter-échangent conformément au principe de la souveraineté des États. Merci, docteur Sango. On en parlera forcément dans une toute autre émission, même si ce ne sera pas regard panafricain, car il faut, pour ma part, creuser un peu plus dans ce sujet. Merci en tout cas pour votre disponibilité, votre expertise apportée dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Ouais. C'est moi qui vous remercie et je pense qu'avant la semaine prochaine, on a le rendez-vous de dimanche de grand angle. So, si j'ai bonne mémoire, effectivement. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Oui. Donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier la galaxie panafricaine, pour remercier tous ceux et celles qui prennent tout du temps pour nous écouter, et remercier également la technique qui a été magistralement portée par Basilekin et Monsieur Kelly. Merci à vous pour ce rappel sur lequel je ne reviendrai donc plus. Merci à ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve sur For You Radio et nos différentes plateformes internet For You Media Africa pour cette émission. À très bientôt sur nos ondes et sur nos antennes. Au revoir, Ouagadougou.